Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance en Afrique. Le Sénégal classé 9e sur 54 pays en même temps. Le Sénégal stagne dans la zone rouge dans le classement de Transparency International sur la liste de perception de la corruption. Les bons et les mauvais points du Sénégal ont fait réagir dans ce journal Birahim Seck du Forum civil et Demba Seydi, coordonnateur régional de la plateforme Publiez ce que vous payez. Application de la mesure sur la baisse des loyers à usage d'habitation au Sénégal, l'État délaisse la voie législative et opte pour la voie réglementaire. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre. Dans cette édition, on vous explique tout sur cette démarche autorisée par la Constitution. On donnera également la parole aux citoyens qui vont donner leurs appréciations et leurs attentes. Et en fin d'édition, vous aurez, comme tous les mardis, la rubrique Réussir au Sénégal. L'entrepreneur de ce soir est un tailleur reconverti en chef cuisinier. L'art culinaire, une passion pour ce jeune que nos équipes ont rencontré. Voilà pour les titres, tout de suite, développement. Indice de perception de la corruption. Le Sénégal stagne dans la zone rouge avec une note de 43 sur 100. Aucun progrès dans la lutte contre la corruption. Le Sénégal garde la même note en dessous de la moyenne. Là-dessus, les explications de Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil. Les résultats de l'indice de perception de la corruption 2022, publié partout dans le monde par Transparency International et représenté au Sénégal par le Forum civil, montre que le Sénégal reste dangereusement dans la zone rouge avec une note de 43 sur 100. Le Sénégal avait obtenu cette même note l'année dernière. Après le recul, il renoue avec la stagnation. Cette note de 43 sur 100 n'est pas en soi une surprise, car depuis le départ de Mme Nafingom Keïta de l'OFNAC, le Sénégal a perdu plus de 6 ans dans la lutte efficace contre la corruption. De plus, aucune réforme allant dans le sens de promouvoir l'indépendance de la justice n'a été faite, sans compter l'opacité constatée dans la régulation et la gestion des marchés publics. Le Sénégal est dans un immobilisme chronique en matière de lutte institutionnelle contre la corruption, exacerbé par des dossiers mis sous le coude par le président de la République, M. Macky Sall. Cet immobilisme chronique se manifeste aussi au niveau de la prévention par l'absence de loi sur l'accès à l'information, par l'absence de texte sur l'encadrement des financements des campagne électorale et le financement des partis politiques, par l'obsolescence de textes sur la déclaration de patrimoine et par le fait que le Sénégal s'éternise sur la liste grise en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. L'adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption en 2020 n'a pas été jusque-là d'un grand apport dans la lutte contre la corruption en termes d'efficacité et de mise en œuvre. Le Sénégal qui stagne dans la zone rouge selon la liste de perception de la corruption de Transparency International, mais qui est classé 9e sur 54 pays dans le rapport de la Fondation Mo Ibrahim sur la bonne gouvernance et pour le coordonnateur régional senior de la plateforme Publiez ce que vous payez. Beaucoup d'efforts restent à faire en matière d'état de droit. Demba Seydi était l'invité de Kenwas Kanui. Il répondait aux questions de l'âge Malik Tissé. Le Sénégal a été classé parmi les pays qui ont fait beaucoup plus d'efforts en matière de gouvernance en général à travers les indicateurs qui sont établis par l'indice Ibrahim et nous apprécions de façon très positive ce score. Ce n'est pas assez surprenant de notre côté parce que naturellement, pendant les 10 dernières années que l'indice a couvert, le Sénégal a fait beaucoup d'efforts en termes de gouvernance, notamment en matière sécuritaire, d'environnement des affaires, sur d'autres questions liées à l'état de droit. Cependant, il reste encore des efforts à faire. On peut mieux faire sur d'autres aspects que l'indice a bien sûr révélés. Les efforts comprennent fondamentalement l'état de droit parce que le Sénégal est illustré un peu négativement sur beaucoup d'aspects liés à la répression de la liberté ou de certaines libertés dont l'expression ou les libertés d'association. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup d'efforts à faire. En matière de justice aussi, nous avons remarqué ces dernières années beaucoup de léthargie sur les dossiers incriminant certains actes politiques, notamment qui sont avec le parti ou le régime. Donc généralement, c'est un
une sorte de laisser-aller qui est observé de la part de la justice et du gouvernement du Sénégal à ce niveau-là. À ce niveau, il y a beaucoup d'efforts encore à faire, notamment pour garantir à l'ensemble des Sénégalais l'égalité et l'équité devant la justice. Parlons à présent de la baisse des prix du loyer. L'État change de procédure et opte pour la voie réglementaire. Le Premier ministre Amadouba a d'ailleurs saisi le Conseil constitutionnel afin de faciliter la procédure, une démarche autorisée par la Constitution, son article 76. Les explications de Cheikh Diop. Revirement du gouvernement qui change de fusil d'épaule dans sa lutte pour la baisse du prix du loyer. La voie législative est écartée au profit d'une saisine du Conseil constitutionnel afin d'éviter les longues procédures. Amadouba saisit l'institution pour une délégation de la loi 2014 et pourtant, le chef de l'État Macky Sall avait pris une décision radicale pour réussir cette prouesse. Un projet de loi avait été préparé et les dispositions prises pour une entrée en vigueur de la baisse du prix au plus tard le 1er février de cette année 2023. Une voie finalement abandonnée par le gouvernement qui permettra directement au chef de l'État de faire appliquer les prix arrêtés à l'issue des concertations nationales. Selon le quotidien L'Observateur qui donne l'information, la Constitution du Sénégal permet à l'exécutif de saisir les sages afin de déclarer un texte de la matière législative qui est intervenu dans le domaine réglementaire. En effet, le chef du gouvernement n'a fait que suivre la charte du pays qui, dans son article 76, permet cette procédure dérogatoire. Ce décret sera également accompagné d'une commission de régulation du loyer qui existait déjà et qui est maintenue. Cette mesure a pour but d'éviter que la baisse ne soit qu'un simple effet d'annonce, comme le craignent beaucoup de locataires. La commission aura non seulement la charge de réactualiser les dispositifs juridiques locatifs existants, mais aussi de veiller à l'application d'un dispositif de régulation des loyers à usage d'habitation adapté à la situation économique du pays. À l'issue des concertations, les baisses de 5, 10 et 20% ont été décidés en fonction des différentes catégories des prix que l'État du Sénégal compte appliquer à tout prix afin de soulager les locataires. Mais alors, cher Diop, comment les locataires apprécient-ils cette mesure? Ami Diouf et Augustin Amandon leur ont posé la question. Nyari Tali, un des quartiers les plus populaires de Dakar. Ici, la plupart des appartements, magasins et cantines sont occupés par des locataires. Et beaucoup d'entre eux n'ont aucun espoir sur la baisse du loyer qui doit désormais passer par voie réglementaire. Je ne pense pas qu'il y aura du changement. Ils prennent des décisions, mais c'est toujours sans suite. Devant son chantier, ce maçon est en pause avec ses camarades. Il voit cette décision sous un autre angle. Si c'était toujours par voie parlementaire, je ne pense pas que le problème soit réglé. Il n'y a jamais eu de changement, mais puisque c'est le Conseil constitutionnel. Malgré la publication du décret, il craint le suivi et les bailleurs véreux qui pourront encore appliquer une. Si le bailleur décide de vous expulser, il utilise tous les moyens pour juste donner la chambre ou bien l'appartement à quelqu'un d'autre pour gagner encore plus d'argent. En ce cas, le locataire n'y peut rien. Un coût qui doit être revu, soutient ce jeune maçon. Des fois, la maison peut être petite et c'est nous qui faisons les réparations avec nos propres moyens. Les bailleurs ne sont intéressés que par leur mensualité. Au lieu de passer par voie parlementaire, le gouvernement passe par le Conseil constitutionnel afin d'éviter les longues procédures pour la baisse du prix du loyer. Un revirement de l'État qui malheureusement ne convainc les locataires très sceptiques. Et pendant ce temps, le collectif Jamagan, troisième mandat, réitère sa volonté de s'opposer à un troisième mandat de Macky Sall, composé d'organisations de la société civile et de personnalités indépendantes. Il appelle le peuple à s'unir autour de ce qu'il a appelé la déclaration du 31 janvier, déclaration pour préserver la paix sociale et la cohésion. Le comité compte d'ailleurs lancer une pétition contre la troisième candidature. Il était face à la presse ce matin, Amadou Bari et Mafalfal.
C'est à travers une déclaration dite du 31 janvier que le comité Diamaguène 3e mandat a réitéré sa demande au chef de l'État à ne pas, disent-ils, céder aux voix qui le pousseraient à violer la Constitution pour se représenter à la présidentielle de 2024. Nous l'invitons à nouveau à respecter sa parole. Ce qu'il a dit, répété et écrit, donc à s'en tenir à la seule interprétation valide qu'il a lui-même donnée de la Constitution, à savoir que le quinquennat 2019-2024 était son second et dernier mandat, et que lui, ni personne d'autre ne pouvait exercer de 2 mandats consécutifs au Sénégal. Par ailleurs, la plateforme invite les citoyens sénégalais d'ici et de la diaspora à signer massivement une pétition, précisément la lettre ouverte adressée au président Macky Sall en octobre dernier pour le dissuader de toute velléité de 3e candidature. L'objectif à terme est de recueillir au moins 3 millions de signatures. Nous les appelons à partager largement les vidéos produites, attestent que la seule vérité qui s'impose à tous, c'est que M. Macky Sall va finir de faire 2 mandats consécutifs, que toute thèse contraire et manipulation, contre-vérité, forcing indécent est inacceptable. En outre, une croisade est lancée pour sensibiliser les uns et les autres sur le danger d'une 3e candidature à travers tout le pays. Le comité prévoit de prendre contact avec d'autres acteurs de la société civile, les autorités religieuses et coutumières et les partis politiques afin de déterminer ensemble les plages de convergence susceptibles de faire triompher la vérité et de préserver la paix sociale ainsi que l'exception sénégalaise. 0 mort, 0 blessé et 0 dégâts en... Par ailleurs, le dit comité informe avoir finalisé un plan d'action qui le conduira prochainement à mettre en place des cellules dans toutes les localités du pays et de la diaspora. Et à Rufisque, plusieurs responsables de l'APR ont décidé de boycotter l'opération de vente de cartes de membres. Ils dénoncent une léthargie et un manque de communication de la coordination du Nord. Écoutons à ce propos Ismaïa au micro de Babacar Seck. Le parti est en léthargie et un manque de considération notoire a été constaté aussi vis-à-vis des responsables du Nord. Et sur ce, nous avons décidé de nous retrouver encore une autre fois pour statuer sur l'attitude à tenir par rapport à la vente des cartes. Parce qu'on a vu que pratiquement tout est bloqué ici. Il n'y a pas eu de lancement, il n'y a pas eu d'assemblée générale de préparation des cartes. Pratiquement, il n'y a pas de vente de cartes ici au Nord. Et c'est un problème de coordination. Nous avons vu qu'il est impératif de se retrouver pour approfondir la réflexion et savoir quelle attitude tenir prochainement. Oui, il y a un coordonnateur qui est là, de nom. Mais sur le terrain, on ne le voit pas. Et un coordonnateur qui ne consulte pas les responsables. Ça aussi, il faut le dire. C'est un coordonnateur qui ne consulte pas les responsables et qui n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau des bases. Tous ces gens qui sont là autour de moi, ce sont des responsables qui sont en contact permanent avec les militants. Et lui, malheureusement, tel n'est pas le cas pour lui. Parlons sécurité routière. Le cadre unitaire des enseignants à la conduite automobile, l'Association nationale des auto-écoles du Sénégal, l'amicale des moniteurs et employeurs des auto-écoles s'unissent pour participer à la lutte contre les accidents de circulation. Ils demandent un appui de l'État et demandent aussi une loi rendant obligatoire le passage dans les auto-écoles. Écoutons à ce propos Alun Badara Dafé, président de la MAES, au micro de Khadija Ndadjouf. Alors, si ce rôle qui nous est dévoué est laissé en rade pour la jugulation de cette mortalité, ça pose un problème. Parfois, nous sommes interpellés sur la responsabilité des auto-écoles par rapport aux accidents. Alors, que ça soit clair dans l'esprit du Sénégalais,
Tous ces accidents où on dénombre un certain nombre de morts sont à l'actif de ceux qui se disent professionnels de la conduite. Et je ne cesserai de le dire. Tous ces conducteurs, chauffeurs, si on parle du cadre professionnel, ils ne sont pas formés dans les structures formelles de formation, c'est-à-dire les auto-écoles. Il y a une frange de la société sénégalaise qui s'en va vers les auto-écoles pour avoir une formation pointilleuse, mais eux, l'auto-école, c'est une plaie. Je peux m'exprimer ainsi. Alors qu'ils ne savent pas que entre déplacer et conduire, il y a le soubassement, c'est-à-dire la formation théorique. Dans le cadre qu'on met sur place, le cadre unitaire, c'est la jonction de l'expertise de l'AMAES et de l'ANAES pour venir, je ne dirais pas en aide, mais pour venir en appoint à l'État du Sénégal, leur montrer que le chemin pour l'éradication de l'insécurité routière passe forcément par la formation. Ça le cri de nous qui sommes responsables demande l'État à beaucoup plus se rapprocher de la formation des autres écoles pour pérenniser au moins le temps qu'on pourra avoir sauvegardé les vies. Allons à présent à Saint-Louis où les principaux problèmes qui freinent l'urbanisation ont été passés en revue ce mardi matin lors d'un atelier de partage sur l'élaboration du plan national d'urbanisation, un atelier organisé par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Momar Alession et Mokhtar Seck ont participé à la rencontre. Voici leur compte rendu. L'élaboration d'une politique nationale d'urbanisation fait l'objet d'un projet qui est dans sa phase conceptuelle. Et c'est à ce titre que la capitale du Nord a abrité un atelier d'information et de partage avec les autorités territoriales et les services techniques déconcentrés. La réussite de la politique repose naturellement sur l'engagement des parties prenantes. Pour qu'il y ait cet engagement, il faut, dans une démarche participative et inclusive, associer l'ensemble des acteurs afin que leurs préoccupations, mais aussi afin que leurs suggestions et avis soient pris en compte pour qu'on ait une bonne politique nationale d'urbanisation. Nous savons qu'au Sénégal, en matière d'urbanisation, nous avons par endroit des taux assez faibles. C'est celui où on est un taux qui est moins de 50%, qui est l'ordre de 45%. Mais nous avons bonne raison de penser que d'ici quelques années, avec l'exploitation des hydrocarbures tels que le gaz et le pétrole. Une rencontre au cours de laquelle les préoccupations des acteurs de l'urbanisme de la capitale du Nord ont été passées au peigne fin. Pour le cas de Saint-Louis, les gens ont posé la question à savoir sur l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires. Ils ont posé la question sur les questions de sécurité pour prendre en compte l'allègement des procédures, particulièrement le lotissement. À l'issue de la tournée nationale de partage sur l'élaboration du plan national d'urbanisation, un forum international sera organisé à Dakar d'ici la fin de l'année. Un autre atelier présidé du moins par le ministre de l'élevage et des productions animales, un atelier de partage et d'échange sur l'approvisionnement en moutons lors de la prochaine Tabaski. Alissa Diop tire un bilan satisfaisant de l'année passée et se fixe comme objectif une autosuffisance en moutons. Écoutons le ministre au micro de Babacar Seck. Nous avons noté qu'à la fin de l'exercice, le Sénégal a enregistré un peu plus de 900 000 moutons dans le circuit commercial pour des besoins exprimés de l'ordre de 810 000 têtes. Donc, nous étions en situation excédentaire. Premier élément. Le deuxième élément est que, en faisant en tout cas une analyse beaucoup plus profonde des chiffres, on s'est rendu compte que l'offre nationale a augmenté par rapport à la situation de 2021. Sur ces 900 000 têtes, il n'y a qu'à peu près 200 000 qui ont fait l'objet d'une importation
contre un peu plus de 240 000 au cours de l'année 2021. Cela signifie que l'offre nationale a commencé à prendre beaucoup plus de place dans cette fête, témoignant du coup notre processus irréversible d'aller vers l'autosuffisance en moutons de lait. Ce qu'on a constaté, c'est que nous avions en tout cas une offre beaucoup plus importante que les années précédentes. Vivre sa passion, Murtala quitte son Touba natal pour venir s'installer à Dakar. Tailleur de profession, le jeune homme abandonne tout pour exploiter ses talents culinaires et réaliser son rêve de devenir chef cuisinier, un rêve devenu réalité. Khadija Diouf et Barasso l'ont rencontré, eux, pour réaliser la rubrique Réussir au Sénégal. Avec beaucoup d'hygiène et d'attention, cet homme exerce son métier. La cuisine, sa passion. Si ce que je propose à mes clients n'était pas de qualité, ils n'allaient pas choisir de venir ici. Je leur propose de bons plats, faits avec soin. Son nom est Tala. Sa maman fait de lui un cordon bleu. Une chance pour lui, car il réalise son rêve d'être chef Tala. C'est ma mère qui m'a donné ces recettes. J'étais encore un petit garçon et je savais déjà cuisiner beaucoup de plats. Ma famille même me proposait d'en faire un métier disant que je pouvais y gagner ma vie. Et comme je savais faire presque tous les plats sénégalais, je suis venu à Dakar et j'ai commencé avec Babakara. Et après, j'ai voulu avoir mon propre restaurant, donc j'en ai parlé à Griff, qui m'a aidé à avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. De tailleur à gérant de pressing, ce jeune homme de 24 ans, aujourd'hui, abandonne tout pour exploiter ses dons culinaires. Avant, j'étais tailleur. J'ai même mon atelier que j'ai laissé à mes employés. Ensuite, je travaillais dans un pressing. Mais après, j'ai tout laissé pour faire ce que j'aimais vraiment. La cuisine, c'est de là que tout a commencé. Un choix qu'il ne regrette pas. J'ai commencé avec 2 kilos. Au fur et à mesure que les clients venaient, j'augmentais la quantité. Et là, je cuisine plus de 15 kilos de riz par jour et je m'en sors bien. Son objectif, évoluer dans ce monde gastronomique devenu désormais le leur. Les clients viennent de partout pour goûter mes plats. Il est vrai qu'en tant qu'homme, ce n'est pas facile d'évoluer dans ce milieu, mais je faisais de mon mieux pour vraiment dépasser ce stade, vivre ma passion et faire parler de moi et de mes merveilles. Cependant, Chef Tala n'est pas seul dans son combat. Pour attirer la clientèle, ses proches gèrent bien sa communication sur les réseaux sociaux. Aïssatou Kane, merci et retenez qu'actuellement l'équipe locale du Sénégal joue les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations contre le Madagascar. Le Sénégal mène par 1-0. Nous sommes à la 52e minute de jeu. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes.